Un podcast ici. Crimes et témoignages, des histoires vraies de faits divers. Attentat de Charlie Hebdo, l'ombre des frères Kouachi à Reims. Avec Alexandre Audabran de Ici Champagne-Ardenne. On les avait quelque part un peu suivis à Reims, les frères Kouachi. Dans leur appartement, on avait découvert quel était l'appartement de l'un des deux, la rue. On se rend compte que là, on n'est pas sur une petite affaire, on est sur quelque chose d'une ampleur certaine et que tout est géré par la cellule antiterroriste et par Paris. On va avoir peut-être une situation à gérer qui est l'inhumation ou l'enterrement des Kouachi. Kouachi, c'est un nom qui a fait trembler la France entière. Ce sont deux frères, Saïd et Chérif Kouachi, connus pour avoir commis les attentats contre Charlie Hebdo. 12 victimes, parmi lesquelles des dessinateurs et des journalistes. Nous sommes le mercredi 7 janvier 2015, il est 11h30. Les deux frères sortent des locaux du journal satirique Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. Ils brandissent leur kalachnikov dans la rue et continuent à faire feu. Ils ont le temps de tuer un policier, puis ils prennent la fuite. On a à la une de cette édition spéciale, l'attaque qui a eu lieu ce matin au siège du journal Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. Le bilan est tout simplement terrifiant, il y a 11 morts. Bonsoir à tous, la France frappée, la France blessée, 12 morts, 4 blessés dans un état grave. L'attaque contre Charlie Hebdo est l'attentat le plus meurtrier depuis plus de 50 ans. Parmi les victimes, 4 dessinateurs, Cabu, Wolinski, Charb, Tinius, l'économiste Bernard Maris et 2 policiers. Mais les 2 tueurs présumés courent toujours. Il s'agit de 2 frères âgés de 32 et 34 ans, Chérif et Saïd Kouachi. Et c'est à ce moment-là que la traque des terroristes commence. Et cette traque, elle va nous mener en quelques heures jusqu'à Reims, et plus précisément dans le quartier Croix-Rouge, où vit l'aîné des 2 frères Kouachi. Ici, à Reims, mes collègues passent en alerte. La menace s'est déplacée. L'attentat qui a lieu à Paris, terrifiant mais un peu lointain, se déplace à notre porte, dans nos rues. Je m'appelle Alexandre Audabran, je suis journaliste à Ici Champagne-Ardenne et je travaillais à Reims au moment des attentats de Charlie Hebdo. Je suis à la radio ce jour-là, on est plusieurs à travailler à la rédaction. Cette voix, c'est celle de Renaud Biondi-Mauger. Nous travaillons dans la même rédaction. Et on voit arriver le matin des alertes, on voit arriver des alertes sur nos téléphones, on voit sur les fils AFP cette annonce d'une attaque en plein Paris et qui vise Charlie Hebdo. On met plusieurs heures à comprendre combien il y a de victimes et au fil de la journée, on voit ces noms tomber et on est tous évidemment bouleversés. Moi, ce jour-là, le 7 janvier 2015, je ne suis pas à la rédaction. Mais je me souviens très bien de ce moment. Dès que j'ai pris connaissance des attentats de Charlie, je regarde la télévision pour suivre l'actualité en direct. Dans la foulée, j'allume évidemment mon poste pour écouter ma radio. Plus tard, j'apprends que mes collègues vont participer à un rassemblement spontané le soir même. Cela se passe devant l'hôtel de ville de Reims pour rendre hommage aux 12 victimes des attentats. On y va tous parce qu'on est choqués, parce que on a envie de partager ensemble un moment de réconfort, d'hommage face à l'agression qu'a subi le pays entier. Et donc on est très nombreux, des journalistes, mais pas seulement. La population entière se réunit sur le parvis de l'hôtel de ville. Il y a beaucoup de monde, j'ai le souvenir, énormément de monde qui se réunit ce soir-là, simplement pour envoyer un message d'unité au moment où on est attaqué. C'est à ce moment-là que Renaud Biondi-Mauger reçoit une alerte sur son téléphone. Les terroristes seraient en fuite vers Reims. Je vous rappelle que jusque-là, tout ce qu'on sait, c'est que 2 hommes lourdement armés sont partis à bord d'une voiture noire depuis Paris. Après ça, ils disparaissent dans la nature. Ce soir-là, on a perdu leurs traces. Tout se précipite un peu, on interrompt pour nous le rassemblement, on décide de rentrer immédiatement à la rédaction. Le rassemblement se poursuit, mais nous on est journalistes, on estime qu'il faut qu'on rentre à la rédaction et qu'on voit ce qu'on peut faire pour traiter cette actualité-là. D'abord, il faut la vérifier. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent dans ces cas-là, on ne sait pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que l'enquête se délocalise à Reims? Donc on a besoin d'appeler des sources, des personnes, et au fur et à mesure, on se rend compte au fur et à mesure des minutes, ça va très vite, hein, on se rend compte qu'effectivement, l'enquête, c'est exact, l'enquête s'oriente vers Reims. Pour comprendre ce qui se passe, le premier réflexe de Renaud, c'est d'aller directement au commissariat, et comme ce n'est pas loin de la radio, il prend son vélo.
Il est 21h ce mercredi 7 janvier lorsqu'il arrive sur les lieux. Les locaux du commissariat de Reims sont à quelques centaines de mètres de la radio France Bleu Champagne-Ardenne. Et donc on est plusieurs, au moins deux de la rédaction, à se rendre devant le commissariat de Reims en se disant peut-être que en étant devant on va voir. Et effectivement, on commence à comprendre en étant sur place. Je vois dans un camion de police qui est tout à fait traditionnel, je le vois arriver au commissariat avec 2 personnes à l'avant qui sont totalement cagoulées. Et je ne crois pas auparavant, au cours de ma vie de journaliste, avoir vu des policiers cagoulés. Nos regards se croisent à ce moment-là. Et évidemment, quand on voit ces policiers arriver, on comprend qu'il va se passer quelque chose et quelque chose est en train de se préparer à Reims ou aux alentours. Il n'y a pas de contact possible, ils sont dans la voiture, ils sont dans leur camion et ils ne font que passer. Donc là, on sent tout de suite ce soir-là, quand on passe des coups de fil, que tout est fermé. Personne ne veut nous parler, personne ne nous confirme. Et c'est un signe aussi pour nous qu'il se passe quelque chose. Parce que s'il se passait rien, nos contacts habituels nous diraient « Non, franchement, c'est une rumeur, vous pouvez rentrer chez vous ». Et à ce moment-là, il y a une information cruciale qui parvient jusqu'aux journalistes. Le nom des Kouachi fuite dans la presse. La police est parvenue à identifier les 2 frères parce que le matin même, la carte d'identité de l'aîné, Saïd, a été retrouvée par les enquêteurs dans la voiture noire avec laquelle les terroristes sont arrivés jusqu'aux locaux de Charlie Hebdo. En fait, les 2 frères abandonnent ce véhicule dans le 19e arrondissement dans l'ouest parisien. Puis ils volent une autre voiture pour continuer leur cavale. Mais les Kouachi laissent donc une trace derrière eux qui permet de les identifier, cette fameuse carte d'identité de Saïd. Pendant ce temps-là, à Reims, Renaud Biondimogé apprend par un confrère journaliste que les forces de l'ordre vont se rassembler autour de la caserne CRS 33. Il se rend donc immédiatement sur place. Il est aux alentours de 22h et c'est un peu l'anarchie devant la caserne. Il n'y a pas de place pour se garer, alors les voitures se sont arrêtées en warning sur le bord de la route. Il y a une vingtaine de véhicules. La presse locale et nationale est déjà là. Les journalistes se retrouvent devant la grille du bâtiment. L'accès est totalement bloqué. Et un responsable du RAID sort, vient nous voir, vient voir les journalistes, demande à ce qu'ils ne soient pas filmés, pas enregistrés, donc on respecte évidemment sa demande. Et il nous dit clairement les choses. Il nous dit, on va mener un assaut. On ne sait pas si le ou les personnes qu'on cherche sont sur place. Ça risque d'être tendu. Je vous demande de ne pas nous suivre. C'est le message précis que nous donne à ce moment-là ce responsable du RAID. Et à ce moment-là, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que je vais faire. La police dresse alors un barrage pour que personne ne puisse les suivre. Les journalistes n'ont aucune information sur l'assaut qui va être mené. Ils ne connaissent ni l'heure ni le lieu. En revanche, tout le monde connaît désormais l'identité des 2 terroristes. Chérif Kouachi, le frère cadet, a 32 ans, Saïd, l'aîné, a 34 ans. Et il se trouve qu'il habite à Reims depuis 2 ans avec son épouse et ses enfants. On connaît pas du tout ces noms-là. Et même dans la naïveté peut-être qui est la nôtre à ce moment-là, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir des terroristes à Reims. Il y avait pas, ou très peu de terrorisme en France à ce moment-là. Donc c'est la sidération d'apprendre que ceux qui ont fait cet attentat abominable puissent être rémois. C'est vraiment la sidération. Et surtout, on sait pas trop comment on peut travailler, puisque nous, les sources antiterroristes, ça fait pas partie de notre travail, ça fait pas partie de nos habitudes de travail. Il n'y a pas de terrorisme, il n'y a jamais eu de terrorisme dans la Marne. Chacun décide de partir un peu dans son coin, en errant, et on n'imagine pas forcément assister à l'assaut. On nous a demandé d'ailleurs de pas assister à l'assaut, et au fond, on se dit que c'est peut-être plutôt bien de pas assister à ça, puisque ça va être dangereux, et puis que c'est peut-être pas notre place. Mais on se dit, on va errer dans la ville pour qu'une fois que l'assaut soit terminé, on puisse localiser l'endroit. Renaud Biondimogé réfléchit, et il se met à faire la liste des quartiers qui pourraient être concernés. Très vite, il pense au quartier Croix-Rouge. Croix-Rouge, c'est un quartier populaire au sud de Reims. Et c'est là que Renaud retrouve le RAID. Les forces de l'ordre se trouvent au 10 avenue Bonaparte, au pied d'un immeuble de 6 étages. C'est l'appartement HLM dans lequel Saïd Kouachi vit avec sa famille. Cet appartement, il se trouve au 1er étage. Sur le balcon, on aperçoit 2 vélos. Sous les fenêtres, il y a le tramway qui passe. Cet appartement va être perquisitionné pendant plus de 5 heures par la police. Autour de l'immeuble, les tireurs d'élite sont en place, mais aucun coup de feu n'est tiré. C'est d'abord la colonne du RAID qui pénètre dans le bâtiment. Les hommes sont cagoulés, casqués et armés. Ils sécurisent très vite l'appartement, puis c'est au tour de la police scientifique d'investir les lieux.
Les médias suivent les forces de l'ordre de près, des flashs crépitent, les journalistes des télés nationales font des plateaux en direct. Très vite, une centaine de Rémois se précipitent au pied de l'immeuble. Certains prennent même des selfies devant les rideaux tirés de l'appartement. La police s'agace, le maire de Reims aussi. Pourquoi je ne vais pas sur le site de Croix-Rouge? Pour la simple bonne raison, c'est qu'on nous dit de ne pas y aller pour des raisons de sécurité. Arnaud Robinet est l'actuel maire de Reims. Au moment des attentats de Charlie Hebdo, cela fait 10 mois seulement qu'il est élu. C'est son premier mandat. Il est hors de question aussi, je dirais, de déranger, entre guillemets, les forces de l'ordre qui sont présentes sur le terrain. Mais la chose qui m'a un peu choqué et où je me suis dit à un moment, mais ils ne doivent pas être là, c'est qu'on voyait à travers les images des chaînes d'infos une partie de la population, certains dans la rue à faire coucou à la caméra et autres. Donc on se dit à un moment, ils ne doivent pas être là. Est-ce que la population a eu peur? Bien évidemment, je le sentais à travers les messages que je pouvais recevoir ou que je pouvais lire à travers les réseaux sociaux de l'époque, notamment des parents d'élèves. Nos enfants vont-ils à l'école demain? Est-ce que tout est en sécurité et autres? Oui, la population a eu peur et c'est tout à fait compréhensible. Quand on a eu en plus avant les images de cet attentat à Charlie Hebdo, quand on suppose que ces deux terroristes sont présents dans notre ville, bien évidemment, et c'est légitime, la peur s'empare d'un grand nombre de nos concitoyens. C'est un petit immeuble de 6 étages sur l'avenue du Général Bonaparte, au cœur du quartier Croix-Rouge à Reims. Et au premier étage, une porte condamnée, celle de l'appartement où Saïd Kouachi avait élu domicile depuis 1 an ou 2 ans, selon les témoignages. Un appartement perquisitionné plus de 5 heures par la police. Et juste en face, la voisine, Claudine. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. J'envisage partir puis être dans un quartier, quoi. Il n'y a eu aucun signe qui pouvait trahir le fait que c'était des gens dangereux? Non, du tout. Juste bonjour, au revoir, même sa femme. Enfin, bon, c'était souriant. Et voilà, juste bonjour, au revoir. Le frère aussi, vous l'avez vu? Non, le frère, non. En fait, je voyais plus le couple avec les petits. Pendant que la police lance l'assaut dans l'appartement de Saïd Kouachi, à Reims, les enquêteurs explorent une nouvelle piste, à 80 km de là, à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Ils sont à la recherche d'un potentiel complice des terroristes, le beau-frère de shérif, Mourad Hamid. Ce lycéen est soupçonné d'avoir conduit la voiture des frères Kouachi, celle qui les a déposés au siège de Charlie Hebdo. Sauf que la piste s'évanouit vite. Mourad Hamid s'est rendu lui-même au commissariat de Charleville et assure qu'il était en cours au moment de l'attentat, le 7 janvier. À ce moment-là, c'est donc sur l'appartement rémois que se concentrent toutes les attentes. Retour à Reims donc. Au beau milieu de la nuit, les policiers du raid finissent par quitter le quartier Croix-Rouge. C'est la fin de l'opération. Et ça ne donne rien. Vers 3 heures du matin, la brigade criminelle diffuse un appel à témoins avec la photo des 2 hommes susceptibles d'être armés et dangereux. Les Français découvrent alors le visage des 2 terroristes. Saïd Kouachi n'aura en fait jamais la possibilité de repasser par chez lui. 2 jours plus tard, le vendredi 9 janvier, les 2 terroristes sont neutralisés dans une imprimerie à Dammartin-en-Gohelle, en Seine-et-Marne, à 115 km de Reims. L'assaut est donné à 17h. Les 2 frères sont tués par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale alors qu'ils tentent de sortir en tirant dans tous les sens. Quelques jours plus tard, la ville de Reims n'en a pourtant pas fini avec les frères Kouachi. Je reçois un coup de téléphone du procureur de l'époque qui me dit « Monsieur le maire, on va avoir peut-être une situation à gérer qui est l'inhumation ou l'enterrement des Kouachi. » Arnaud Robinet, maire de Reims. J'étais à Paris, j'étais encore député, je rentre sur Reims et vos confrères m'interpellent et m'interrogent sur le sujet où je réponds un peu du tac au tac, un peu sous l'émotion et sans réfléchir peut-être, j'en conviens. Et je dis, il est hors de question que les Kouachi soient enterrés à Reims. En prenant un peu plus de recul, j'ai appelé l'ancien maire de Toulouse, Monsieur Cohen, qui avait lui à gérer l'enterrement ou l'inhumation de Mohamed Merah. Mohamed Merah, vous vous souvenez, c'est ce terroriste, auteur des tueries de Toulouse et Montauban en 2012.
Il me dit très bien que politiquement, bien évidemment, je dois m'opposer à l'inhumation des Kouachi et que j'attends une injonction de l'État, de l'Élysée, m'obligeant à accepter l'inhumation des Kouachi. Si les familles le demandent, les communes ont l'obligation d'inhumer un défunt dans la ville où il habite. C'est la loi qui l'oblige. Et c'est son épouse et les autres frères des Kouachi qui ont demandé que le terroriste soit enterré ici. On les a reçus à l'hôtel de ville, dans un contexte très particulier, avec leur avocat, encore avec des frères et autres. C'est un moment où, en plus, c'était en mois de janvier, un moment où une maison de champagne de Reims avait loué les locaux de l'hôtel de ville pour faire les vœux au personnel. Et en même temps, on recevait la famille Kouachi et l'avocat. Je peux vous dire que c'est une situation assez ubuesque. La femme ne parle pas beaucoup, hein, bien évidemment. C'est surtout l'avocat, c'est surtout des frères qui sont un peu, pas exaspérés, mais un peu en colère, qui ne comprennent pas pourquoi on ne souhaite pas que leurs deux frères reposent à Reims. En tout cas, moi, il était hors de question que Reims soit la terre du repos dit éternel à deux terroristes. Le maire Arnaud Robinet n'a pas le choix. Il doit suivre la décision du préfet qui permet l'inhumation de Saïd Kouachi à Reims. Se pose alors une question complexe et délicate. Comment organiser l'enterrement d'un terroriste islamiste dans sa ville alors que tout le pays est encore sous le choc des attentats de Charlie, dont il est lui-même l'auteur ? La difficulté, c'est qu'on n'en fasse pas soit un lieu de sépulture, soit un endroit où éventuellement on pourrait venir quelque part se venger. Donc c'est très très compliqué. Et il faut du temps pour que les choses se passent. Xavier Albertini est député de la Marne. Au moment des attentats de Charlie, il est adjoint à la sécurité à la ville de Reims. C'est lui qui va avoir la lourde tâche d'organiser l'enterrement de Saïd Kouachi. Il est convenu qu'une réunion préparatoire se tiendrait le vendredi après-midi, donc le vendredi 16. Elle se tient également en présence de Madame Kouachi, de son avocat. Elle se tient également avec les forces de l'ordre, c'est-à-dire les représentants locaux et également les représentants des renseignements. Elle se tient aussi avec le représentant de la structure en charge de procéder à l'inhumation, sachant qu'aucune pompe funèbre locale n'ayant accepté de procéder à l'inhumation de M. Kouachi, eh bien, c'est une entreprise de Lille qui va s'en charger. Il faut faire dans la plus grande discrétion. Et l'une des conditions de la discrétion repose sur la non-utilisation d'engins mécaniques. Ça veut dire qu'il va falloir creuser à la main la tombe qui va servir à accueillir le cercueil. Et cette difficulté va avoir beaucoup de sens parce que on n'a pas encore arrêté la date de l'enterrement, mais on cherche à régler toutes les questions matérielles. Ça prend un certain temps. Ne serait-ce que pour cette entreprise lilloise qui n'a absolument pas la connaissance de Reims, qui doit envoyer un véhicule partant de Lille pour aller à l'Institut médico-légal, pour ensuite récupérer le corps dans un cercueil dont on ne connaît pas la taille du corps. À l'issue de cette réunion, l'organisation de l'enterrement de Saïd Kouachi est donc fixée. Mais la date et le lieu de l'inhumation sont gardés secrets. Le convoi funéraire est acheminé par un cortège discret de policiers jusqu'au cimetière. Pendant ce temps-là, des employés des pompes funèbres lilloises sont en train de creuser un trou pour accueillir le cercueil. Le cimetière est réouvert exceptionnellement à 22h pour commencer les travaux de préparation de la tombe. Il y a des systèmes de luminaires qui sont posés, mais qui sont particulièrement discrets et la lumière est très pâle. Et la situation géographique de la tombe par rapport aux proximités des routes est suffisamment éloignée pour que rien ne puisse transparaître. C'est-à-dire que la ville dort paisiblement à ce moment-là. L'une des difficultés complémentaires que vont rencontrer les équipes en charge de creuser la tombe, c'est que l'équipe de pompes funèbres qui a été choisie est une équipe de pompes funèbres qui n'a pas vocation à s'occuper des terrassements, donc de creuser les tombes, mais simplement d'organiser des rapatriements d'Algériens, de Marocains qui veulent être enterrés dans leur pays d'origine, et donc qui est plutôt en charge d'éléments administratifs que d'éléments physiques pour creuser une tombe. Et quand vous mettez ça bout à bout, avec une température de 2-3 degrés, dans une grève qui a été compactée, puisque le terrain calcaire rémois est bien connu, et que vous creusez avec une
pioche et une pelle que vous venez d'acheter chez Castorama parce qu'il n'y a pas les éléments habituels de terrassement. Vous vous retrouvez à creuser une tombe à des formes qui ne sont pas tout à fait adéquates et surtout vous y passez un temps extrêmement long. Et il se trouve que le cercueil ne rentre pas dans la tombe. Ce qui fait que je demande à ce qu'on remette le cercueil dans le corbillard et il continue à creuser. Et cette situation va durer jusqu'à 6h, 6h15 du matin. Ils auront passé plus de 9 heures à creuser un trou. Cette nuit du 16 janvier 2015, Saïd Kouachi est donc enterré à Reims, en présence des policiers, de Xavier Albertini, de la directrice de cabinet du préfet et des employés des pompes funèbres. La famille, elle, n'est pas présente par souci de discrétion. À l'issue de cette longue soirée, la tombe du terroriste a été anonymisée pour éviter tout incident. Mais en 2020, il a fallu rouvrir cette tombe, car la concession funéraire de Saïd Kouachi, qui a été payée par sa famille, n'a été accordée que pour 5 ans. Selon les procédures, il y a une procédure, pardonnez-moi, c'est le terme technique, le corps a été réduit, c'est-à-dire que les ossements sont repartis à la fosse commune. Les enquêteurs ont fini par faire une découverte importante. La tuerie de Charlie Hebdo aurait pu ne pas avoir lieu ce mercredi 7 janvier 2015. Au fil des investigations, la police apprend que la veille, Saïd Kouachi est malade. Il reste couché, il vomit. Lui et sa famille restent chez eux, dans leur appartement du quartier Croix-Rouge à Reims. Il souffre d'une gastro-entérite. Mais le lendemain, le jour des attentats, il dit au revoir à sa femme et prend la direction de la gare de Reims, tout près des studios de la radio à l'époque, pour prendre le train de 7h43 en direction de Paris. C'est là, à la gare de l'Est, que l'attend son frère Chérif pour se rendre rue Nicolas-Appert, là où se trouve la rédaction de Charlie Hebdo. C'était l'attentat de Charlie Hebdo, l'ombre des frères Kouachi à Reims. Reportage Alexandre Audabran, mixage Aurélien Martinez, production Camille Bichler, studio de création ici. Écoutez d'autres épisodes de Crimes et témoignages sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.